Vous êtes ignorant. Et moi, je sais des choses qui vous intéressent. Vous savez aussi beaucoup de choses. Et certaines peuvent m'intéresser. Qu'importe la manière dont vous en avez pris connaissance, je suis prêt à les obtenir. Et il en est de même pour vous à propos des miennes. Voyons ensemble ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre dans un intérêt réciproque. L'honnêteté et l'authenticité sont des valeurs rares en politique, car les gens ayant du mal à se retenir ont préféré créer un langage creux, sans relief, et je dirais même pauvre, ce qu'on appelle communément le politiquement correct. Que l'on soit d'accord, l'authenticité ce n'est pas dire tout haut ce qu'on pense, mais c'est parler avec franchise des problèmes, de leurs sources et des solutions à envisager. Croyez-moi, ils feront pas le détail. Disons 2 heures. 2 heures pour trouver un régime à la France. Il reste que cette fois, ce ne sont pas les Alliés qui sont sous vos fenêtres, mais le peuple parisien. Qui nous déteste. Qui vous déteste. Il n'attend pourtant son salut Que de nous. Nous sommes d'accord sur ce point, Fouché. Si vous le voulez bien, nous partirons de là. pour aller où? Où que nous allions, je crois que nous cheminerons ensemble. Auriez-vous besoin de mon bras? Oui, comme vous avez besoin de ma tête. Si j'ose dire. En somme, il était temps pour nous de renouer. À défaut de trancher. Encore un peu de ce foie gras? Il en va de même à tous les niveaux de la politique, surtout en géopolitique, où des ressources de valeur sont souvent échangées par des États ne partageant pas du tout les mêmes valeurs. Ainsi, parler franchement de ses besoins et de ses intérêts, sans trop en dire, évite les sous-entendus mesquins et les traités de circonstances qui ne sont pas suivis d'effets. Un pays ayant les matières premières nécessaires à nos industries sera ouvert au dialogue si notre industrie peut lui être bénéfique après. Le pragmatisme avant les sentiments. Mais comment nomme-t-on le fait de faire passer les intérêts de sa nation avant toute autre considération? C'est faire de la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et sur les intérêts nationaux, plus communément appelée realpolitik. Bien qu'il ait l'air d'un anglicisme, le terme realpolitik nous vient de la langue germanique. Le concept apparaît à l'époque de l'unification entre la Prusse et le reste de l'Allemagne en 1866, sous l'impulsion d'Otto von Bismarck, une unification qui donnera naissance à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Malgré leur victoire sur l'Autriche, les Prussiens, sous la direction d'Otto von Bismarck, feront preuve de clémence. Et par ce geste, les Autrichiens décideront de participer à la guerre franco-prussienne avec les Allemands, toujours sous les ordres de von Bismarck. Une guerre qui mènera à la défaite de la France, à la destitution de Napoléon III et à la perte de l'Alsace-Lorraine. Mais une victoire prussienne qui, pour le coup, ne sera pas réellement suivie d'actes de realpolitik. En remontant les siècles, on peut se rendre compte que la politique étrangère de Richelieu, qui consistait à provoquer les conflits chez les autres royaumes ou bien à les entretenir afin qu'ils épargnent le royaume de Louis XIII, était dans l'intérêt de la France. Ainsi, pour éviter qu'ils ne versent leur sang, les Français devaient verser de l'or. Ça vide. Le peuple mécontent. À force de tendre l'arc, nous risquons de le briser. Les officiers civils et militaires sont au-delà de l'impatience. Leur loyalisme devient douteux. Plus que douteux. Certains feraient d'excellents sujets de Sa Majesté catholique ou de l'empereur. Et c'est avec ces gens-là qu'il faudrait soutenir la guerre. Si nous cessons d'entretenir Gustave Adolphe, les impériaux libérés de ce côté-là se jetteront sur nous. Mais si nous continuons à soutenir le roi de Suède, nous décuplerons la colère de nos sujets. Mais votre Majesté peut encore assurer l'ordre chez elle alors que ses armées ne tiendraient pas devant l'invasion. La cause est entendue. Payons. Payons encore et toujours Gustave Adolphe. Une realpolitik qui fut notamment mise en place par l'intermédiaire diplomatique de son principal conseiller, le père Joseph de Paris, qui est à l'origine, lui, du terme éminence grise et auquel on consacre un épisode sur la chaîne. En remontant encore de quelques siècles, on pourrait même s'arrêter au prince de Machiavel, dont l'une des maximes les plus célèbres étant « la fin justifie les moyens ». Et vous verrez que mettre sous le tapis des valeurs que l'on affiche volontiers haut et fort le reste du temps, ça permet les plus grandes avancées politiques. Vous ne me croyez pas? Attendez de voir cet exemple.
Durant cette période de tension internationale que l'on nomme aujourd'hui la guerre froide, deux systèmes politiques antagonistes coexistent sur la planète. Dans ce contexte, un autre pays extrêmement riche en ressources et en population a choisi son camp. C'est la Chine communiste de Mao Zedong. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est un pays extrêmement rural, qui a subi la domination japonaise et dont le retard industriel est criant. Toutefois, la Chine est consciente de son potentiel à long terme. Et bien qu'elle ait adhéré à l'idéologie communiste, elle ne veut pas se retrouver sous la domination de Moscou. Et cette volonté de faire politique à part, un secrétaire d'État américain la verra comme une opportunité unique de transformer un adversaire idéologique en allié politique ou au moins économique. Henry Kissinger sera l'un des principaux artisans de l'entente cordiale entre les États-Unis du président Nixon et la Chine de Mao Zedong. Bien que Kissinger divise quant à son application dans divers processus de paix, il est un fervent défenseur de la realpolitik. Au moment de la chute de l'URSS, le monde dans sa globalité semble accepter le fait que le système américain démocratique et libéral, qui sont les fondements de la mondialisation, est le système le plus adéquat à la paix mondiale. Sous l'égide de cette vision du monde, des institutions comme l'ONU deviennent ce qu'on appelle, entre guillemets, une communauté internationale. Sauf que pour les tenants de la realpolitik, la communauté internationale, la mondialisation et les accords de libre-échange qu'elles permettent sont avant tout des avatars de la domination occidentale, de ses valeurs républicaines et surtout de la direction économique voulue par les États-Unis pour le monde. Ce que d'aucuns appellent l'impérialisme et d'autres l'ordre mondial. C'est d'ailleurs l'une des phrases clés de Samuel Huntington, auteur du livre Le choc des civilisations. The international community is an euphemism for American power. Pas mal l'accent, hein. Ainsi, des spécialistes en géopolitique reconnus comme Hubert Védrine ou Pascal Boniface sont pour la reconnaissance d'une realpolitik qui prendrait en compte les intérêts véritables des pays à travers le multilatéralisme. Car on le sent aujourd'hui qu'avec le déclin de la puissance occidentale et l'émergence de puissances comme l'Inde, la Chine ou la Russie, l'équilibre mondial n'est plus le même que dans les années 90. Védrine et Boniface s'opposent ainsi à des politiques qui s'alignent trop facilement sur la volonté de l'OTAN ou de Washington. Car comme nous le montre le conflit russo-ukrainien, l'Europe a bien trop d'intérêt en Russie pour se permettre de s'en faire un ennemi à long terme. Une fois encore, les valeurs morales occidentales ont été privilégiées face aux intérêts nationaux. Et c'est tout à fait louable, hein. Il est clair qu'on ne peut pas rester indifférent au sort qu'a subi l'Ukraine suite à cette agression caractérisée de la part de Vladimir Poutine. Mais maintenant que ça fait plusieurs mois que les sanctions contre la Russie ont été imposées, quand on voit le résultat sur la vie quotidienne des citoyens de l'Europe, est-ce qu'il ne fallait pas essayer de trouver un compromis, dénonçant publiquement les actes, mais en cherchant un moyen de ne pas trop se priver des intérêts qu'on avait en Russie grâce à des alternatives existantes. Et j'ai l'impression que cette volonté des sanctions européennes, c'était surtout un prétexte pour essayer de faire bouger le peuple russe face à son dirigeant, comme ça a été le cas dans d'autres pays du monde. Tout le monde pensera à la Libye ou à la Syrie, avec les résultats qu'on connaît. N'ayez pas peur de réagir en commentaire à cette question, car elle vous permettra de savoir si vous êtes plus idéaliste ou réaliste, et c'est de toute façon le débat entre ces deux visions du monde d'où pourra surgir les meilleures prises de décision. Très bonne analyse. Et si vous souhaitez affûter votre pragmatisme, écoutez les 6 conseils du prince de Machiavel que l'on a juste ici. Lisez beaucoup, apprenez autant, partagez le savoir. Salutations.